Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Sustainable Horizons. On parle d'architecture, on parle de perspectives d'avenir, on parle de construction de l'Afrique, de notre cher et beau continent et pays. Mais surtout, on parle de décloisonnement des idées. Aujourd'hui, nous sommes avec un illustre architecte, un aîné, un confrère aîné, un past président. Et je vais lui demander de se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Bon, je m'appelle Tonien Djanko, je suis architecte DPLG. J'exerce ce métier depuis plus de 30 ans déjà, je ne calcule plus. Comme vous l'avez si bien dit, j'étais passe-président, j'ai mis 10 ans en tant que président de l'Ordre des architectes. J'ai eu à former toute une génération que je ne connais même plus. Voilà. Justement, Christol, voilà, qui t'a invité, fait partie de ces personnes. Ouais. Mais se rend compte que, comme ça fait déjà 5 ans, avec tous les autres qui sont venus entre-temps, ouais, c'est passé. On peut citer parmi ceux que tu as formé des personnes comme Paulon, des personnes comme Anne-Marie Médou. Oui. Bon, disons que dans le tableau de l'ordre, chaque fois, j'ai au moins 20 à 40% des architectes qui sont passés dans mon cabinet. Les derniers qui sont de ma génération, on peut parler de Cédric Coupelet, de Serge Foucault, qui Florian, sont encore là, Florian Moifo, que j'encadre depuis la première année. Hein. Voilà. Bon, et puis j'encadre pas qu'ici, j'encadre en Centrafrique, au Tchad. Bon, j'aime encadrer les jeunes. Bon, disons que ça fait partie de la cuvée du cabinet, disons. On va donc dire pourquoi tu le fais, pourquoi ce besoin. Je ne pense pas que ça apporte un grand plus à ta carrière, quoique la collaboration, être avec des jeunes, ça crée de l'émulation. Mais pourquoi tu le fais véritablement? Pourquoi cette nécessité-là? Bon, je le fais parce que c'est une obligation. Ah. Si on ne le fait pas, je ne sais pas qui le fera. Je leur dis souvent, quand on était à Paris, pour aller travailler dans le cabinet des Blancs, ce n'était pas évident parce que nos amis français avaient plus de facilité parce que c'était leurs oncles, leurs machins. Nous, les Africains, bon, il fallait trouver peut-être des gens comme les Kakoub qui ont des projets en Afrique, passer par ce chemin pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir les stages. Alors que, bon, ici, je dis, vous avez la chance, nous sommes là, il faut qu'on vous transmette avant de mourir parce qu'après, personne ne le fera. Hein. Moi, je travaillais dans un cabinet à Paris. Il y a un Chinois qui m'a dit quelque chose que je n'ai... Ça, je te parle de 78. Hein. Il dit, vous les Africains, vous avez un défaut. Quand vous êtes là, on vous insulte, vous essayez de vous enflammer, vous voulez vous battre, alors que les gens ont un objectif. Ils sont en train de vous décourager, mais vous ne le comprenez pas. Il dit, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quand on te forme, tu connais... Prends un de tes frères, tu formes au moins 10. Chaque individu forme 10. Il dit comme ça, d'ici 20, 30 ans, vous allez être libéré, vous n'aurez pas besoin de tout ce monde. Et c'est la théorie que j'essaie d'appliquer. Et quand les Chinois faisaient ça à l'époque à Paris, ils venaient chercher les usines abandonnées, on se moquait d'eux. Les Japonais, leur voiture en 77 à Paris, quand tu avais une voiture japonaise, on se moquait de toi. Mais petit à petit, à force de copier, aujourd'hui, bon, ils sont incontournables. Et nous, la première chose, c'est un architecte, c'est une obligation. Il faut transmettre. Sans ça, ça ne vaut pas la peine. Nos maîtres qui nous ont formés, bon, ils ont eu quand même l'amabilité, bien qu'ils n'étaient pas du chez nous, de nous former. Donc, si nous, nos propres enfants, nous ne les formons pas, je pense que ce serait une forme d'injustice. Forme d'injustice selon moi. Donc, si j'analyse bien ce que vous dites, il y a déjà la nécessité. Ouais. Maintenant, vous en faites un devoir parce que vous dites qu'on est obligé. Je ne sais pas si tout le monde pense pareil, mais vous en faites un devoir. Mais si je vais plus loin avec ce que votre ami ou bien collaborateur chinois avait dit à l'époque, il y a la question économique. Parce qu'en formant les Africains, on consomme africain quelque part. Dans les conférences, on nous a fait savoir que 70% de la commande architecturale est en Afrique. Mais seuls 2% de cette commande-là est tenue par les architectes. Localement, vous êtes reconnu comme l'un des grands cabinets, sinon le grand cabinet, par la qualité des travaux, l'échelle aussi. Comment vous faites? C'est pas, à moins que ce ne soit un secret économique. Comment vous faites pour réussir à avoir pignon sur rue? Déjà qualitativement, on le voit.
mais aussi quantitativement. Comment faire pour que, et ça c'est dans les 2%, comment faire pour que le reste de pourcentage puisse revenir aux architectes africains? Est-ce la compétence uniquement? Est-ce le positionnement? Quelle est votre vision de la chose? Bon, déjà, il faut que les gens soient bien formés. Ah, ça, la formation, c'est comme la médecine. Hein. Moi, si tu es mon propre frère, tu ne veux pas te donner mon cœur pour opérer si je ne suis pas sûr de toi. Évidemment. L'architecture, c'est une profession libérale. Vous n'allez pas obliger tous les gens à aller vers vous, même s'il y a une loi et que vous ne produisez pas des choses de qualité. Il ne faut pas se faire des illusions. Le commerçant, il ira en Italie, il va amener son plan, il va faufiler, il trouvera un architecte pour signer. Mais pour éviter ça, la formation, hier, j'étais bien content qu'on ait mis l'accent sur la formation. La formation est l'élément clé. Il faut qu'on arrive à produire qu'on ait des projets de qualité. Parce que si tu fais quelque chose, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va prendre l'avion et aller jusqu'en Italie pour trouver quelqu'un alors qu'au fond, sur place, il a des gens, quand même, un cabinet capable de lui sortir ce dont il a besoin. Donc, et il faut dire aussi, quand tu es architecte, tu n'es pas architecte seulement, c'est le seul métier, l'un des rares, parce que bon, si tu passes ton diplôme de médecin ici au Cameroun, tu vas en France, tu seras infirmier, mais tu n'existeras jamais réellement comme médecin. Alors que l'architecture, on a cette chance, c'est quand tu es architecte, tu peux exercer dans le monde entier. Il y a des appels d'offres, je vois le Florian, il fait souvent des appels d'offres internationaux, il arrive jusqu'au 2e, 3e rang. Je parle des appels d'offres internationaux. Quand tu ouvres l'ordinateur, il y a des projets, bon, si tu es capable, tu te mets au travail, et tu produis, tu envoies, on voit ce que tu fais, et ça te donne de la cote, ça te donne des prix, parce qu'il est allé... Il a mis 6 mois en Italie et en France dernièrement parce qu'il avait eu un prix qu'il a fait sur place en restant ici au Cameroun. Il a vu seulement des offres, et puis il s'est mis à travailler. Il y a Herman qui était chez moi, là, on faisait des projets là, sur des matériaux locaux. Il y avait un client qui voulait un projet de la village Bamileke avec la terre, tout ça. Quand je lui faisais faire ça, il croyait peut-être que je l'emmerdais, mais... Il a fait un concours, il est en Belgique actuellement, mais le thème du concours, c'était exactement ce projet. Parce que les gars de cette école se sont rendus compte que les Africains qu'on forme dans les écoles d'architecture, quand ils rentrent, ils n'apportent pas quelque chose de... Tu vois, ils essaient, ils regardent, ils disent, mais pourquoi ils veulent construire comme en Europe alors qu'ils ont encore toute une grande richesse à apporter, parce que nos pays sont encore jeunes. On n'utilise pas tellement nos matériaux, on utilise même la philosophie même de la construction chez nous, même on le sent pas dans nos productions. Quand on prend la production d'un Africain, c'est comme si c'était un Italien, on n'apporte pratiquement rien, quoi. Donc il est parti il y a 2 mois là, il va mettre 2 ans en Belgique, et il y avait 11 places pour toute l'Afrique, des Camerounais. Il y a 2 Camerounais qui ont eu la place et ils sont partis là. Et l'objectif, c'est de les former dans la philosophie, dans les matériaux, dans la texture, pour qu'on espère que d'ici peu, ils pourront apporter quelque chose à l'architecture. Parce qu'il faut que nous apportons aussi notre part. C'est un peu ça. D'accord. Vous parlez d'apporter quelque chose à l'architecture, d'avoir une signature. Quelle peut être celle de M. Tonia? Ça, c'est à vous de le dire. Moi, je produis, j'attends les critiques des autres. La signature, de fois, est difficile parce que, il y a des clients. Il y a des clients, tu arrives, tu dois faire des projets, par exemple, s'il n'y a pas le staff, tu essaies de lui amener quelque chose d'africain. Il dit non, enlève-moi toutes vos histoires, là, j'en ai pas besoin. Des fois, c'est très compliqué. Donc, de plus en plus, je me dis, il faut que ce soit les architectes qui cherchent le financement et qui produisent. Qu'on arrive à produire quelque chose qui nous sort de notre cœur et que ça puisse servir d'exemple, parce que la colonisation a fait un travail sérieux. Il y a une acculturation. Tu verras à l'ouest, il n'y a aucune case Bamileke, alors que la case Bamileke est d'une richesse. Mais tu ne verras pas un seul riche Bamileke avoir une case vraiment faite
avec le raffia, le machin, les bambous, et tout ça. C'est difficile de trouver. Parce que les gens, dans leur tête, ils sont tellement... tu verras, ces maisons, c'est des maisons en staff, des maisons en ceci, mais la case bamiliké même qui est d'une richesse, parce qu'à l'école, quand on parle de l'architecture traditionnelle, la case bamiliké, c'était la première chose. On allait à l'UNESCO, au musée de l'homme, prendre toutes les archives, mais c'était d'une richesse qu'on ne trouve même pas au Cameroun. Hein. Même nos chefs, quand je leur parle, je leur montre des images de l'architecture des années 20, ils sont étonnés. Et ça, on n'arrive même pas à la richesse même dont nous disposons là, nous n'arrivons même pas à l'exploiter. Nous sommes seulement dans l'architecture internationale ou conventionnelle. Oui, généralement, nous on appelle ça la standardisation du bien-être, voilà. Pour ne pas dire qu'on est complètement lessivé dans nos identités propres. Vous avez dit qu'il serait idéal que les architectes soient, je ne veux pas dire promoteurs immobiliers, mais soient ceux-là qui portent la vision, qui la construisent telle qu'elle, pour communiquer. Mais comment on va le faire si on prend notre contexte, par exemple? Déjà, ce n'est pas assez clair si l'architecte a le droit d'exécuter ou pas d'exécuter. Maintenant, si on ajoute la dimension de promotion immobilière, est-ce que vous êtes en train d'encourager la nouvelle génération, encore, ou bien toutes les générations même d'ailleurs, à se spécialiser sur d'autres choses, pas forcément la pratique traditionnelle comme on connaît, à la politique, à la promotion immobilière, à l'entrepreneuriat, par exemple? Non, les architectes doivent être partout. Hein. Le métier d'architecte, c'est un métier pluridisciplinaire. On peut trouver les architectes. Bon, là, derrière vous, c'est un architecte, Bums, il finit dans les routes. Hein. Quand il a commencé au début, son premier projet, c'était l'un des projets de mon confrère Machia, avec qui on exerçait, on était ensemble. C'était, je pense, l'école de PTT de Boya. Il a commencé d'abord par des petites... je dis non, reste là où tu es. Ça ne sert à rien de venir vers nous parce que je vois que tu te débrouilles très bien. Je le vois, maintenant il fait les routes, vous voyez, maintenant il est revenu dans le bâtiment. Ce qui est derrière vous, c'est son immeuble. Il a construit plein de choses, il est architecte. Je lui dis, reste là où tu es, parce que les gens ne vont pas comprendre, ils vont croire que l'architecte, c'est le type seulement qui dessine, alors que la vision de l'architecte est beaucoup plus vaste qu'on le pense. Et pour accompagner même le métier, si on avait des architectes qui étaient dans la menuiserie, dans la charpente métallique, dans la ferronnerie, ça ne ferait qu'enrichir, parce que l'un des problèmes que nous avons ici, c'est que c'est bien dessiné, mais il faut avoir des gens déjà pour exécuter. Que ce soit en exécution pure, gros œuvre ou en finition. Tu vas chercher quelqu'un de faire forger, tu vas souffrir. Quelqu'un pour poser les faux plafonds, tu vas souffrir. Ce qui fait qu'actuellement, on voit qu'il y a les Turcs qui envahissent le marché camerounais en ce moment parce que bon, ils sont arrivés comme poseurs et puis finalement, ils sont restés parce que nous avons retenu parce que c'est eux qui sont devenus les plus grands spécialistes, alors qu'au fond, ce qu'ils font, c'est des choses qui ne sont même pas... C'est des choses normales. Mais comme nous n'avons pas formé nos enfants à ça, quand on regarde, ils sont obligés, tu arrives, ils sont ici, à Douala, ils sont là, tu arrives à Garoua, c'est eux qui sont là. Tu vois, le problème de la formation dont on disait hier, c'est d'une importance capitale. Poser les staffs, c'est quoi? C'est rien du tout. Les cloisons, c'est quoi? En un an, on peut former les gars, mais tant qu'il n'y aura pas d'école et tant qu'il n'y aura pas de formateurs, on va se retrouver avec le chômage à nos pieds, alors qu'au fond, il y a plein d'opportunités. C'est un peu ça. C'est pas à vous, l'architecte, que je vais demander comment est-ce que l'État doit faire pour mettre en place des politiques de formation, mais à notre échelle, on est là aujourd'hui... c'est Architalk, mais c'est surtout l'ordre et encore plus la FAFA, c'est-à-dire que tous les architectes francophones, pour la plupart, ils commencent déjà à venir là tous progressivement pour être présents demain et après-demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir ces filières de formation-là? Est-ce uniquement l'investissement financier? Y a-t-il pas la possibilité d'avoir un lobbying qui nous permet d'amener les promoteurs des écoles à se concentrer sur ce secteur-là qui a grand besoin de... Il y a du marché pour eux en plus. Je pense qu'il ne faut pas trop demander. L'État, bon, on voit que l'État même... avec l'État, on ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Ça, c'est vrai. Mais quand Jean-Jacques a ouvert son école, il n'avait pas besoin de l'État. Hein?
l'école Isaka. Isaka. Exactement, il n'avait pas besoin d'État. Au niveau de l'ordre, il faudrait qu'on essaye de penser à voir comment créer des écoles de formation. Il y a un Bédouin à Paris là, qui a ouvert une école qui est célèbre. Hein. Il forme les électriciens, les machins. Donc tous les sans-papiers qui sont arrivés, on lui a donné même la Légion d'honneur. Tous les sans-papiers qui sont arrivés, il va les récupérer. Il les forme à électriciens, carreleurs, machins, et les entreprises viennent les chercher. Finalement, on donne les papiers à ces gars, puisqu'il n'y a plus de Français, plus des Européens n'aiment plus faire ce boulot-là. Alors il a son école là à Paris, il forme surtout les gars de la diaspora, surtout les gens sans papier. Là. Il les récupère, il les forme. Et je pense qu'il faudrait que nous-mêmes nous mettons en place des écoles de formation. Sans ça, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas tout demander à l'État. Parce que les SAR, les CETIC, tout ça, bon, c'est des coquilles vides. Moi, je fais tous les lycées techniques, beaucoup. Il n'y a plus rien. Les appareils sont obsolètes. Le lycée technique canadien, j'ai intervenu là. Les équipements qui étaient là, on ne les trouve plus. Donc, je pense que le privé doit prendre la relève. Quand l'État fait que les gens volent, tu vas faire comment? Oh, ça, c'est un problème à voir. Et tous les équipements que les gars canadiens ont amenés pour les lycées techniques, on a retrouvé la plupart, beaucoup au quartier, tout ça. Bon, je pense qu'il faudrait que nous prenions nos responsabilités au niveau de l'ordre et penser à des écoles de formation. Peut-être que l'ordre aura sa mainmise. Bon, l'école d'architecture en Côte d'Ivoire, c'est l'ordre des architectes qui gère pratiquement ça là-bas, hein, c'est possible. Hein. Ok, si c'est un doyen qui le dit, avec la perspective et la vision, je pense que le plus difficile, ce sera maintenant peut-être l'implémentation. Parce que quand les uns et les autres vont regarder ce podcast, je ne pense pas qu'ils seront d'un avis contraire. Mais le véritable problème, c'est passer de l'idée à la chose. Si je me rappelle des échanges d'hier, il y a une consoeur qui s'est énervée parce qu'elle pensait qu'on veut fermer les écoles camerounaises. Bon, c'est pas le cas. Donc, c'est un encouragement à ceux qui sont passés par là et même partout d'ailleurs, je tiens à préciser, à se former davantage, à compléter leur formation, à se structurer, à ne pas être des collaborateurs de ce type de système parce que ça ne va pas bénéficier au métier de manière générale. Mais les experts disaient qu'on ne forme pas bien, mais combien d'architectes vont s'engager? Combien ont le temps? Bon, déjà, c'est les jeunes, même architectes ici, il y a un problème. Tout à l'heure, j'avais une fille, bon, j'ai assisté à une réunion des architectes made in Cameroun. Moi, j'étais surpris. Je dis, mais ça sort d'où, ça, architecte? J'ai dit, vous allez commencer déjà à la première division. Vous êtes jeune, vous sortez d'une école, vous dites les architectes made in Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, architecte, point, c'est tout. Ça ne sert à rien de dire architecte made in Cameroun, architecte. Déjà, là, même commence le problème. Après, un jour, on va arriver, on va créer. Bon, moi, je vois comment ça va venir. Hein. Le prochain président, on va dire oui, c'est toujours ceux qui viennent d'Europe. On va commencer, comme nous sommes plus nombreux, on va élire un président. Vous voyez comment on commence à dévier les choses. Chez les Africains, ça, c'est rapide. Hein. Parce qu'ils commencent toujours à acheter made in Cameroun. Après, un jour, ils vont dire oui, ce sont les gens made in Cameroun à qui il faut donner du travail. On va créer la division. Alors qu'on est dans un secteur d'activité où c'est le talent qui doit primer. C'est le talent. C'est pas parce que tu es made in ceci, made c'est là. Même ceux qui viennent d'Europe, si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas arriver. Parce que c'est un travail c'est un métier où on travaille en permanence. Moi, j'arrive chez mon bureau à 8h, je rentre à 21h. Je le fais depuis 30 ans. Hein. Les jeunes qui sont avec moi, ils voient. Chez moi, il n'y a même pas d'horaire. Hein. Tu peux venir à 8h, 10h, 15h. Mais quand tu arrives, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, ça commence même déjà par les jeunes. Quand on commence déjà ces petites divisions-là, hashtag Made in Cameroun. Bon, le gros problème des écoles camerounaises, c'est qu'on a clochardisé en tout cas l'enseignement. Parce que moi, on voulait que j'enseigne à Fumba, on m'a appelé. J'arrive, je prends ma voiture, j'arrive, l'essence c'est 50 000, tu arrives. Pour avoir même 100 000 après, c'est la guerre. Tu vois la route que tu dois parcourir pour aller. Et des gens ne sont même pas payés à leur juste valeur. Bon, ce qui fait que ça n'attire pas trop de gens. Alors que nous, en France, on allait faire la cour aux architectes pour venir donner des cours. C'est qu'il y a certains professeurs, on est obligé de rester jusqu'à des attentes à 21h, qui quittent leur agence.
Et d'autres avaient trouvé même plus facile de nous déporter dans leur agence parce qu'ils n'avaient pas le temps. Parce que l'enseignement peut se faire partout, l'enseignement de l'architecture. Tu n'es pas obligé d'être dans les 4 murs. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être dans les 4 murs. Je vois, chez moi, c'est un peu comme une école. Il y a au moins 10 jeunes architectes qui sont là. Ils arrivent le matin, on a l'écran, on projette, des projets, on critique, on avance. Bon, on n'a pas besoin d'être dans les 4 murs. Et un autre gros problème, c'est que l'école d'architecture est coupée même des professionnels. Les jeunes architectes, quand je les vois, je dis, nous, quand on était étudiants, à partir de la 4e, 5e année, c'est nous qui allons aider nos professeurs. Et c'était même conseillé d'aller charreter, comme on dit les charrettes. Tout à fait. On travaille 2 semaines, par-ci, par-là. On allait travailler par... Là, les étudiants, c'est à la fin de leurs... C'est pratiquement quand ils ont fini leurs études qu'ils découvrent les cabinets. Je trouve quand même que c'est dommage. Donc il y a cette corrélation, cette liaison entre le monde professionnel et l'école qu'il faut vraiment tout faire pour que ça soit très lié, que le lien soit assez fort. Il ne faut pas que ce soit à la fin des études que les étudiants découvrent les milieux dans lesquels ils doivent exercer. Puis les professeurs, tant qu'on va rester à 3 000 francs l'heure ou 2 000, je pense que ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Et là, il faudra demander au cabinet de prendre la relève. C'est ce qu'on fait. Mais on ne fait que recommencer. Chaque année, on recommence. Des nouveaux arrivent. On recommence. On ne fait que recommencer. C'est de fois pénible, mais bon, on n'a pas le choix. Parce que tu as une nouvelle vague qui arrive. 5. Quand ils partent, une nouvelle vague arrive. Les mêmes mots de tête. Tu es obligé de recommencer. Malheureusement, c'est notre réalité locale. On va composer avec. Si on repart vous avez parlé du collectif des architectes formés au Cameroun, le CAMIC. De ce que je sais, ça part de... On va dire quoi, ils n'étaient pas sûrs d'entrer à l'ordre. Ils se sont regroupés pour porter ce plaidoyer. J'étais à la dernière Assemblée Générale, heureusement. Bon, disons, moi j'appelle ça la dernière réunion, pour ne pas faire d'amalgame. Où le président de l'ordre actuel est venu, il leur a dit que c'est parce qu'ils méconnaissaient la loi qu'ils ont pensé qu'ils avaient besoin de faire ça, parce que c'est pas quelqu'un qui décide si une autre personne est architecte, c'est sa compétence, son diplôme et ensuite son stage. Son stage, oui. Et la loi est claire et est tracée. Ils les encourageaient donc à avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles analyses. Évidemment, bientôt, peut-être déjà c'est déjà le cas, ils sont les plus nombreux, donc ils vont se dire que s'ils s'organisent bien, ils peuvent décider qui est président ou pas. Moi, je peux prétendre donner un conseil, c'est que les doyens comme vous les encouragez à avoir la perspective de la vue d'ensemble. De celui qu'on vote doit porter un projet, pas juste une identité. Parce que le travail avec la signature des accords de partenariat international et tout ça, ce sera au méritant, pas à quelqu'un parce qu'il vient d'X ou d'YZ. Parce que quand les Israéliens viendront, les Chinois viendront, les Européens viendront, les autres Africains viendront s'installer parce que c'est le monde de demain. Le fait d'être made in Cameroun ne changera pas grand-chose si ce n'est, je sais pas, peut-être un accompagnement des acteurs qui auront gagné les marchés. Donc, comment est-ce que vous pouvez envisager d'accompagner, pas le collectif en tant que tel, mais les acteurs, les individus, à comprendre que c'est la compétence qui compte, par exemple? Nous, les accompagner, c'est dès leur année de stage. Je leur fais comprendre que, attention, c'est votre compétence qui va vous amener au ciel, pas votre diplôme. Le diplôme, c'est juste un parchemin, mais après le diplôme, il faut travailler encore plusieurs fois. Et pendant longtemps, aimer surtout l'amour du métier, c'est une importance capitale. Quand tu es architecte, tu n'as pas d'horaire. On travaille, je ne sais pas, 10 heures, 8 heures par jour. Et quand il y a les charrettes, il faut rendre un projet, on ne dort pas la nuit. Donc, je pense, en leur montrant comment exercer leur métier dans l'amour, qu'on pourra leur ouvrir suffisamment l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de tribalisme en architecture, ça ne marche pas du tout, ça. Je me rappelle à l'époque, quand moi j'avais remplacé Koto Jean-Jacques, les tout premiers présidents de l'ordre, c'était que des douala, mais ça gênait qui? Ça gênait personne. Après un moment, on a dit oui, c'est les Bami qui ont pris. Après un moment, maintenant, ce sont les Ewodo. J'ai dit, vous avez vu, vous n'avez même pas besoin de politique.
Puisque les choses se sont faites tout seul. Après, il y a eu Anne-Marie qui a fait le stage chez moi, et puis il y a eu Aono, maintenant JC. Bon, c'est pour dire que c'est un faux problème. Heureusement pour les architectes d'ailleurs, parce que les pharmaciens, les médecins, je pense qu'ils ont encore ce problème-là. Mais chez nous, c'est toujours l'esprit qui compte, ce qu'on doit apporter, qui a plus de valeur que la personne. Hein. Maintenant, si on sort de l'échelle de l'échelle des étudiants, on passe à celle de la FAFA. Quand vous voyez une initiative comme celle-ci que le Conseil de l'ordre sous validation de l'AG a tenue, sachant que c'est l'ancien bureau qui a gagné cette organisation, il faut le reconnaître, et qui avait demandé d'accueillir cet AG, et que le nouveau bureau en a fait une semaine de l'architecture, dans laquelle Architol, par exemple, a été convié. Quelles sont les perspectives que vous proposerez ou bien que vous entrevoyez dans ce genre de rassemblement? C'est ma première réunion de la FAFA. Quand moi j'étais président de l'ordre, il n'y avait pas FAFA, il y avait deux. Il y avait l'Union africaine des architectes. Après, il y avait les différents ordres nationaux. Maintenant, il y a la FAFA, les anglophones, il y a les lusophones, il y a les arabophones, mais les Maghreb, ça s'est ajouté. Donc, c'est ma première réunion, je les attends, je veux voir ce qu'ils vont dire. Et puis, bon, ce qu'il faut éviter, c'est que ça soit comme chez les francophones, on parle beaucoup, on ne fait rien. Donc, je dis que ce serait dommage, quoi. Moi, ce que j'aurais souhaité, profiter de la FAFA, que d'abord, les architectes se connaissent et que moi, si je suis sur un projet, que j'ai besoin d'un coup de main, que je peux appeler quelqu'un en Côte d'Ivoire, appeler quelqu'un au Bénin, je pense que là, on aurait gagné, quoi. Il faudrait qu'il y ait des échanges. Pas qu'on reste toujours dans la parole. Hein, c'est ce qui m'inquiète, c'est un peu ça, quoi. Pas qu'on vienne parler, après, quand on se sépare, on attend la prochaine réunion, bon, on ne voit rien de concret. Parce que qu'est-ce que la FAFA va apporter? Bon, c'est ça qu'il faut qu'on voit, quoi. Ok. Donc, on va te laisser conclure avec un mot de la fin. Ça fait plus de 30 ans, c'est-à-dire quand tu as commencé, moi, je n'étais pas encore né. Non. Donc, tu étais peut-être en rêve. Bon, je ne sais pas s'il se connaissait déjà, mais je ne pense même pas. Parce que maman s'est mariée à 18 ans, donc je ne pense même pas qu'elle réfléchissait. La mienne, il y a 16 ans, donc on ne croit pas que... Dans ce sens-là. On est une nouvelle génération, on est interconnectés, on a cette possibilité-là. Ce genre d'événement, c'est l'opportunité pour nos leaders de se mettre ensemble et peut-être après de faire rayonner cela vers ceux qui peuvent facilement, même encore plus, se rapprocher du fait de l'organisation, du fait de la structure. Déjà, avant la dernière question, que pensez-vous d'Architol? C'est quand même important. Je ne sais pas si vous saviez que ça existait même d'abord. Je ne sais pas que ça existe. Donc, ça prouve que vous-même, au niveau de la communication, voilà, Architol, c'est quoi d'abord? Architol, c'est une conférence annuelle, internationale, parce que les acteurs viennent de partout. Ouais. Et qu'on tient physiquement au Cameroun, mais parfois retransmis en direct, en ligne, mais parfois avec des personnes assises physiquement dans des espaces, au Costa Rica, en Égypte. Et depuis 8 ans, mais je crois que c'est à partir de la 5e édition, c'est devenu international. Ça a commencé à l'Institut de Beaux-Arts de Foumban, première édition. Ça a intéressé un de vos jeunes confrères, qui est un confrère aîné pour nous. Je dois aller chez vous dans le cadre pour le conseil d'administration de l'école de Foumban. Ah, ok. Je suis membre du conseil d'administration. J'espère que ça augure d'un changement et que, vous ne ferez pas de langue de bois là-bas, ça on est sûr. Parce que les choses ont aussi beaucoup changé dans ces écoles-là. Moi, j'étais là-bas, on avait 7 architectes. De nos jours, je ne sais pas si c'est autant. 7 professeurs. 7 professeurs. 7 architectes de l'ordre. Doualabel, Tadé, Douanji, Wakam, Molu, Missipo, Moudjo, l'architecte Stéphane de Léamo. Ouais. Il y en avait beaucoup. Et il y en avait qui passaient aussi dans les encadrements, dans les jurys. Les choses ont beaucoup changé. Certains de nos camarades se sont engagés, surtout ceux qui font les doctorats comme Agrippine, nous encourager à le faire. Bon, il faut que les gens s'engagent, mais j'espère que là-bas, vous pourrez les donner les conseils ou bien le regard approprié. Donc, en fait, on fait cette plateforme, c'est pour échanger, c'est pour discuter, c'est pour comprendre, mais c'était surtout pour nous à la base, pour apprendre.
Parce qu'il faut donner la parole aux gens. Et quand ils disent X, Y, Z, tu prends 2, 3 notes, tu te rapproches, tu sais, tu apprends ton métier, tu collectes les informations de part et d'autre et tu maîtrises aussi ton environnement. Et de plus en plus, ça grandit. C'est pourquoi le président de l'ordre a souhaité que, généralement en octobre, nous on a fini, qu'on se rejoigne à cette semaine de la FAFA pour mettre en œuvre cette expertise-là, pour que ça ne devienne pas justement, comme vous disiez, juste du bavardage, pour que ce soit préparé à l'avance, parce que ce n'est pas nous seuls qui l'avons préparé. On discute avec des conseillers comme Daniel Diouta-Kotor et d'autres, pour dire, bon, voilà ce que nous on pense, voilà nos thèmes, ta vision, tu as l'habitude de ce genre d'événements. On discute avec des personnes à l'étranger, comme l'architecte Jacques Rougerie, par exemple, qui est dans des questions comme ça, de développement durable et tout. Qu'est-ce que tu vois? D'ailleurs, même, il y aura un propos liminaire au début. Demain, oui, dans la conférence, mais aussi pendant l'Assemblée, du moins la première partie de l'Assemblée générale, pour encourager les gens à agir. Parce que lui, il a une vision. Il rêvait d'un monde où on construit sur l'océan et tout, mais de nos jours, c'est le cas. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'est passé de l'idée à la chose. À l'école, il y avait déjà beaucoup des étudiants qui faisaient des projets sur l'océan. Hein. Et après, il y a un autre qui a fait sur l'autoroute, parce que si on voit l'autoroute, ce que ça bouffe comme espace, il s'est dit, mais au fond, si on couvrait ça, on pouvait récupérer beaucoup d'espace. Donc, vous voyez l'architecture, il faut être rêveur. Ah, tout à fait. Voilà. Donc, c'est à peu près ça, c'est ça, Architalk. Bon, la communication va s'améliorer, parce qu'après tout, on est d'abord des architectes, avant toute chose, pas des journalistes. Mais on sait qu'entre nous... Attention, il y a des architectes qui ne font que ça. Hein. Moi, je connaissais beaucoup des architectes en France qui font les revues, et ils font pas... Ils n'exercent pas comme nous exerçons, mais ils participent à l'évolution de l'architecture par leur publication. C'est tous ces revues-là, les photos, tout ça, dans les revues, c'est les architectes qui le font. Hein. C'est pourquoi on dit que l'architecture est vaste. On n'est pas obligé tous d'exercer. Le problème, c'est qu'à l'école, on vous forme, c'est comme si tout le monde doit avoir un cabinet. C'est pas vrai. Ceux qui vont en cabinet, ça doit représenter peut-être 40%, mais le reste, on doit les retrouver un peu partout dans les municipalités, ministères. Par exemple, au Cameroun, on est un pays de bois, mais vous demandez des meubles en bois, il faut bien qu'il y ait des architectes qui commencent à se mettre là-dedans à fond. Ah, en tout cas, nous, on fabrique des trucs comme ça. Mais voilà. Il y en a qui sont exposés là au niveau du hall. Il faut qu'on sache où on peut les trouver, où on peut les acheter. On va se rapprocher de vous avec les catalogues et de façon à ce que quand il y a un projet, vous puissiez faire le choix entre ceux-là et d'autres. Exactement. Et voilà. À la base, je pense que je n'avais pas l'intention de créer le cabinet. C'est juste qu'une fois de plus, je pose cette question pour les jeunes. Parfois, on a l'impression, j'étais peut-être au mauvais endroit, qu'il n'y a pas de structure. On va voir cabinet, peut-être Tonia et associé. On va poser la question. Moi, j'ai posé d'entrée du jeu. Après 2 ans, c'est-à-dire on m'a retenu, ça veut dire que je n'étais pas nul. On fait comment pour devenir associé? Parce que je ne cherche pas ce qu'on remplace le nom de X pour l'association au Cameroun, c'est encore un autre gros problème. C'est-à-dire que nous voulons toujours travailler seuls. C'est ce que j'ai constaté ici. Ce n'est pas seulement chez les architectes, hein. Chez les avocats, chez les médecins, toutes ces professions libérales, chacun va être seul. Et ça, c'est un esprit très camerounais qui m'étonne un peu. Alors que ce n'est pas un métier qu'on exerce seul. Ce n'est pas possible, ça. C'est ça. Vous ne pouvez pas exercer seul. Parce que quand on est tout seul, on ne va même pas loin. Mon cabinet m'a résisté parce que je travaillais beaucoup à l'international. Quand on dit comment tu as fait, je travaillais en Guinée, je travaillais au Tchad, je travaillais en Centrafrique. J'essaye de côtoyer un peu, d'aller dans tous ces pays-là pour... c'est très grave parce qu'on n'arrive pas à avoir des cabinets vraiment où il y a... C'est toujours des micro-cabinets où s'il y a trop de monde, c'est 15, 20 personnes. Alors quand tu vas dans des cabinets... moi je suis allé plusieurs fois au Nigeria, chez FEMI, il y a peut-être 150 architectes. Ceux-là, quand on démarre un projet avec eux, dis donc, le type... pendant que tu es en train de réfléchir, il est déjà loin. Parce qu'effectivement, il y a du monde là-dedans. Et nous, ça, c'est
C'est un défaut qu'on trouve. On est trop égoïste au fond en réalité. Il faut dire la vérité. On est trop égoïste. Chacun va avoir sa petite chose à soi et puis c'est tout, se contenter. Bon, vous allez voir autour, il n'y a vraiment pas de cabinet. Vraiment, même chez les anciens, il n'y a pas de cabinet. Vraiment, on peut dire que là, il y a du monde, qu'il y a de... C'est pas du tout évident. Hein. Ça, comme je dis, chez les médecins, c'est tous les corps de métier. Hein. Bon, comment remédier à cela? Parce que, bon, il y a une fois de plus, c'est Made in Cameroun, ils sont nombreux, ils se connaissent, mais eux-mêmes risquent de finir par tous être seuls. Oui. Chacun, ça va faire 1000 architectes, 1000 cabinets incapables de compétir à l'international. Vous avez une chance d'être venu peut-être aussi à une époque avec beaucoup de travail aussi, mais de nos jours, c'est ouvert à tous, encore plus. Donc, moi, quand j'avais posé la question comment on fait pour être associé, on m'a trouvé dangereux. Alors que c'était juste pour savoir quel est le process. Parce que de ce que je sais, tu es architecte junior, après tu es peut-être chef d'équipe, après tu es chef de projet, après, être associé, quelles sont les caractéristiques, à combien de temps, qu'est-ce qu'il faut? En France, par exemple, ou dans les pays occidentaux, quand tu as mis 5 ans dans un cabinet, on te donne une part déjà. On t'essaye de t'intéresser à la chose. Ça fait que de telle sorte que quand les juniors arrivent, il y a ceux qui avaient commencé à la base qui reprennent le cabinet. Ouais. Moi, j'ai vu les gars qui ont fait la BEAC à Top, par exemple. Tous les gens que je connaissais avant, quand je vais en France, ne sont plus là. Mais ce sont les gars qui ont commencé à la base. 5 ans, 6 ans, on te donne un peu de pourcentage, 5%, 10%, 15%, tu augmentes tes actions. Et après, tu montes. Et après, quand les autres vont à la retraite, c'est vous qui prenez la relève. Et ça permet au cabinet d'exister, parce que les cabinets, les noms restent. Oui, évidemment. Voilà, chez nous, quand tu meurs, ton cabinet meurt, disons, à la fin, meurt pratiquement avec toi, puisqu'effectivement, on n'a pas ce système d'avoir des associés, des gens qui puissent, ce qu'on essaye de faire au niveau du... Mais ce n'est pas du tout évident, parce qu'il faut déjà avoir l'esprit à l'association, ce qui n'est pas facile. C'est nous le gros problème, chaque fois qu'il y a l'argent, c'est là où les choses se gâtent. Ça. Voilà, c'est ça le gros problème. Mais même les architectes qui font des projets ensemble, quand l'argent arrive, tu es surpris de voir que les gens se séparent toujours à cause du gombo. C'est ça qui est un peu dommage. Donc, dans les grands cabinets, on c'est même pas l'architecte qui gère. On prend un administrateur, c'est lui qui gère, les architectes s'occupent de leur projet, et puis ils s'arrêtent là, ils ont des salaires, bon. Après, tu n'as pas d'action. À la fin de l'année, on voit ce que ça a rapporté. On multiplie des actions. Les médecins, c'est pareil. Hein. Et justement, si on faisait ce genre d'association, les cabinets seront plus grands. Les gens auront plus, comme tu dis, en fin d'année, de bénéfices, moins de stress. Parce qu'ils se concentreront sur leur métier, soit le lobbying, soit la production. Et ça ferait grandir les cabinets. Mais bon, je pense que à la sortie de cet échange, les uns et les autres vont se dire que bon, si M. Tonia l'a dit, il faut réfléchir un peu dans ce sens-là pour que ce mot qu'on voit dans la plupart des cabinets est associé à un sens. Parce que la plupart s'appellent comme ça, mais à la fin... Mais à la fin, il n'y a pas... Bon, on est des associés peut-être des fois hors du Cameroun, hein, c'est ça aussi. Non, en tout cas, peu importe l'endroit, il faudra avoir des associés. C'est le plus important parce qu'il serait ridicule qu'un nom comme cela disparaisse parce que ça porte une identité, un plaidoyer, une signature. C'est-à-dire que si quelqu'un vient dire que c'est le cabinet Tonia, que Tonia soit là ou pas, il y a de la confiance qui existe. Zaha Hadid n'est plus là, mais son cabinet existe et continue à avoir des projets un peu de partout parce que ça porte un nom. Notre problème, même, c'est pas seulement même dans la structure, c'est dans tout. Mais tu vois, même nos grands commerçants, quand tu meurs, tout meurt avec eux. Parce que l'avantage des Européens, c'est qu'ils mettent une structure de telle sorte que tu n'es qu'un numéro. Que tu sois là, Bouygues, quand il mourait, il était dans son lit de l'hôpital, ses chantiers continuaient. Hein. Il faut qu'on arrive à réfléchir comment ils font. Comment ils font pour avoir des structures qui fonctionnent sans avoir besoin d'eux. Ça, c'est la première chose. Et ici, le gros problème aussi, les associés souvent ne sont pas très honnêtes. C'est-à-dire, le type est dans ton cabinet, bon, mais moi je vois les jeunes des fois, bon, je passe derrière la machine, je vois, ils sont sur un autre projet que je ne connais même pas. Bon, il faut se porter à fond, c'est-à-dire que si tu es dans un cabinet, tu sais que tu es associé, il faut vraiment mettre ton cœur là-dedans, que tu saches que tu dois te battre pour ce cabinet, bon, mais pas
Pas attendre. Moi j'ai vu beaucoup d'associés où quand tu apportes des projets hors du Cameroun, tu apportes des projets, c'est ton projet qu'on gère. Mais après, eux, ils n'apportent pratiquement rien. Alors je dis, je ne comprends pas. Ce n'est pas moi qui dois toujours apporter les projets. Quand tu es à la tête d'une structure du cabinet, tu dois aussi apporter des choses. Tu n'es plus en stage. Tu n'es plus stagiaire. Donc vous n'allez pas attendre toujours que ce soit Tonia qui va chercher les projets à porter. Et quand on remarque que quand il y a un projet, c'est une occasion pour eux d'aller créer leur cabinet parce qu'ils ont un projet. Exactement. Au lieu de le faire dans le cabinet où ils sont déjà. Et c'est tout ce que nous avons. C'est ça qui crée des projets. Et je dis dans tous les secteurs d'activité, ça c'est notre maladie. Plus même chez les Africains, c'est ça. Si on n'arrive pas à mettre des structures en place qui fonctionnent sans nous, c'est qu'on n'aura rien réussi. L'école qu'on a fait là, on l'a faite pour rien. On meurt, tout meurt avec nous, alors que en Europe, les gens n'ont pas besoin d'être là. Schlumberger, il emploie plus de 100 000 personnes dans le monde. Il n'est pas là, il n'est pas à Hong Kong, il n'est pas. Et comment ils font? C'est cette question-là qu'il faut qu'on réponde. Comment les autres font pour avoir des cabinets, des systèmes, des structures qui fonctionnent sans avoir besoin de la tête? Quand on aura répondu à ça et arrivé à répondre à tous ces questionnaires, je pense qu'on peut porter ce plaidoyer encore une fois de plus au niveau de l'ordre pour que peut-être s'il y a des spécialistes, des experts quelque part, on puisse faire des ateliers, des séminaires, bref. Et puis l'État aussi doit avoir sa part aussi par exemple, en Allemagne, quand tu as un cabinet où tu emploies des gens, l'État a l'obligation de te donner du travail parce que tu recrutes, tu embauches les gens. Si au niveau même de l'État, pour l'attribution des marchés, on tenait compte même de ça, ça pouvait pousser même les gens à peut-être s'associer. Mais quand quelqu'un est seul, il a son cousin qui lui donne les projets, il bricole, il fait tout bien, tant bien que mal, on continue à lui donner des projets. Ça ne va pas donner aussi le goût aux gens de s'associer. Il faut qu'on essaye de donner même des numéros au cabinet. Au Japon, ce n'est pas tout le monde qui a tous les projets. Il y a A, B, C. Quand tu as déjà atteint un certain niveau, tu passes à tel grade. Et quand il y a des projets de complexité, on sait que c'est des cabinets de la taille A, ils doivent le faire. La taille B, la taille C, et au fur et à mesure, vous grandissez, vous montez, vous changez de grade. Et on vous donne des projets en fonction de ça, en fonction de votre grandeur, en fonction de votre expérience. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'au niveau de l'administration, on doit en tenir compte. Ça pousserait les gens peut-être à s'associer, ils verront que, peut-être en se mettant à plusieurs, ils auront la chance d'avoir plus de projets. Plus de complexité. Voilà. D'accord, merci beaucoup M. Tonia pour cet échange. Un mot pour la fin. Vous choisissez, vous pouvez l'adresser à la FAFA, à l'Ordre, aux jeunes, à Achitalk, au CAMIC. À vous de voir. Non. Le thème le plus important pour moi, c'est la formation. Parce que moi, je vois comment je reçois des architectes de tous les coins. Et ça, c'est tout ce qu'on fait là. Si on n'a pas des architectes bien formés, franchement, ça va être la catastrophe. Je vois à Douala, où je vais beaucoup depuis un certain temps, je vois des architectes qui me disent que ce qui les intéresse pour l'inscription, c'est le cachet. Ils attendent au niveau de la mairie, là, au niveau de l'hôtel de ville. Quand il y a un projet de plus de 400 mètres carrés, qu'on a besoin d'un architecte, 100 000 francs, ils viennent y mettre leur cachet et ils sont contents de le faire. Je pense qu'ils sont en train de tuer la formation, de tuer le métier. Et vraiment, pour les jeunes, franchement, ce problème de formation-là, il faudrait que nous-mêmes, l'ordre essaye aussi de voir comment ils peuvent aussi apporter leur part. Je ne sais pas si on peut obligatoirement envoyer certains architectes. Moi, je préfère qu'on me les envoie à la sortie. Je n'ai pas le temps d'aller courir à Fumban. Par contre, si on m'envoie des jeunes, moi, je n'ai pas de problème. Je suis prêt à les former. Ce problème de formation-là, il faudrait le prendre avec... il faudra vraiment que ça occupe une grande place dans tout ce qu'on est en train de faire.
la formation. Toutes ces écoles, j'ai entendu hier qu'il y avait 22 écoles, mais je tombais de nuit. Moi, j'étais encore à 6-7 écoles. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y a déjà 22. Qu'est-ce qu'on fait de 22 écoles? Oh. C'est ça. Et c'est ça. Et souvent, les architectes même sont même à la base même de la création de ces écoles. Hein. Il n'a pas de boulot. Il dit, oui, chez Jean-Jacques, c'est 2 millions ou je ne sais pas quoi. Bon, si moi, je fais 600 000, j'ai 100 étudiants. C'est des calculs aussi mercantiles que ça qui font qu'on multiplie les écoles et c'est comme ça qu'on tue le métier, on tue la profession. Je répète encore aux jeunes, je dis attention, si vous continuez à faire ce que vous faites là, d'ici peu, on risque de ne pas reconnaître nos diplômes. Or, pour le moment, on a la chance, on a un diplôme qui est reconnu internationalement. Mais ça ne va pas continuer. Quand on va voir que les maisons s'écoulent tout le temps à Douala, que c'est les architectes qui sont derrière tout ça, je pense que ça va nous créer des problèmes. Et il faudrait que nous pensions vraiment à la formation des jeunes et que les jeunes même prennent à bras le corps le problème de feu, qui se forment eux-mêmes. Il ne suffit pas d'être architecte parce qu'après, c'est après le diplôme que le vrai travail commence. Donc, je n'aurais pas trop de choses à dire, mais hier, il y avait vraiment le thème, la formation, là, je pense, pour moi, le thème le top des thèmes. On a pris note dans les éditions prochaines. Je crois que l'ordre nous a encore invités à les accompagner pour le cinquantenaire. Donc l'année prochaine, il y aura encore un architalk pendant cette semaine-là. Voilà. On va profiter de ce qui s'est passé ici, essayer d'en tirer des thèmes, renvoyer aux uns et aux autres pour qu'ils puissent agrémenter, pour que ce jour-là, non seulement on soit entre architectes, mais on puisse inviter ceux qui créent ces écoles, effectivement, nos autorités. Et on espère qu'on aura le même temps, le même charisme, parce que parfois on se dit des choses entre nous, mais quand les décideurs arrivent, bon, personne, on veut tous être politiquement corrects. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, le Cameroun est le pays qui a le plus d'architectes. Mais quand je voyage dans la sous-région, là, tu arrives à Malabo qui est à 15 minutes de Douala, je ne vois pas d'architecte camerounais. Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais au Gabon, je ne vois pratiquement pas. Je vais en Centrafrique, je ne vois pratiquement pas. Pourtant, il y a des architectes de d'autres régions, de l'Afrique de l'Ouest, qui sont là, présents, beaucoup de Tunisie. Ça veut dire que nous-mêmes, il faudrait qu'on fasse quelque chose, on essaye, on est dans quelque chose à... nous avons ici quelque chose, on a une opportunité à saisir. Non seulement l'opportunité, mais nous-mêmes qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi à 10 minutes du Cameroun, on n'arrive même pas à trouver les architectes camerounais alors que nous sommes 450. C'est-à-dire, j'ai entendu hier le Burkina, ils sont à 200 quelques, au Tchad, ils sont à 100 quelques. Ici, nous sommes à 450, presque à 500. Mais on ne voit pas la tâche, on ne voit pas vraiment actif dans la sous-région. Et ça, je trouve quand même assez dommage, parce qu'une école, Goudiaby disait à l'époque, quand ils ont fermé l'école de Dakar, c'était la plus grosse erreur. Parce que lui, il a eu la chance d'être enseignant. La plupart des projets qu'il a eus, c'est grâce à ses élèves, ces élèves qu'il a eus à l'école à Dakar. Donc, je pense qu'il faudrait que nous-mêmes, on se fasse un peu violence, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça me rappelle de ce que le doyen Bissek avait dit. Yaoundé et Douala nous appartiennent, aller ailleurs. Il a dit dans sa façon d'être. Oui, Bissek, il lance des petites boutades, voilà, mais attention, mais c'est profond. C'était un très bon conseil, c'est dans profond. tous les cas. C'est profond. On l'a peut-être pas compris dans le fond. Non, les gens voient au premier, mais Bissek, il ne balance pas n'importe comment. Quand il dit quelque chose, c'est quand même assez... C'est ça. Les gens, ils sont contents de Douala et Yaoundé. Ils croient que tout se passe là, alors qu'un architecte, il doit être partout. Hein. L'architecture, c'est pas pour... Comme quelqu'un disait hier, on ne te forme pas au Cameroun, tu ne dois pas être l'architecte du Cameroun, tu es l'architecte du monde. C'est ça. Ok, je vous remercie. Bon, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Et communiquez quand même, hein, parce que tout ce que vous faites, moi, je suis au courant de rien du tout. Alors que vous m'appelez doyen. D'accord, ce sera fait. Merci. Merci.